Bienvenue à tout le monde. L'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est de se dire, quand on commence un projet ou quand on est dans une structure associative, l'idée, c'est de trouver des experts, trouver des personnes qui peuvent aider sur plein de domaines. Je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais l'an dernier, on avait travaillé sur le domaine de l'assurance. Là, on avance sur nos sujets qui nécessitent expertise. Et donc, on a trouvé intéressant de parler de la gestion financière, puisque c'est un des blocs essentiels de la gestion, tout simplement. Euh, Avant ça, je souhaiterais vous rappeler dans quel cadre on met en place ces webinaires. Pourquoi? Parce que mes collègues, donc Célestin, Clément et moi, on travaille sur la même mesure qui s'appelle Starter ESS. Starter ESS, c'est quoi? C'est de l'accompagnement pour les structures de l'ESS, donc essentiellement ante-création, c'est-à-dire avant la création de la structure juridique et avant la création du premier emploi, et jusqu'à 3 ans d'existence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne de manière individuelle et collective les structures avec lesquelles on est en lien, mais aussi on essaie de trouver des ressources, je pense notamment à la petite enfance, dès lors qu'il y a des projets petite enfance, on va chercher aussi des partenaires qui ont une connaissance spécifique de ce domaine, qui est assez spécialisé. On met en réseau des structures et on met en place des événements. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est pas de fonctionner en vase clos, c'est-à-dire apporter des éléments uniquement à des structures qui sont notre cible, donc avant 3 ans d'existence, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est aussi de permettre les échanges et d'inviter au maximum les structures de l'ESS existantes et les porteurs de projets et les structures en début d'activité. Pourquoi? Parce que ça fait du réseau. C'est pas parce qu'une structure est implantée depuis longtemps qu'elle n'a pas envie de connaître ce qui se passe sur son territoire. Elle peut apprendre aussi énormément des structures qui arrivent et l'inverse est vrai. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ce réseau à toutes les structures. C'est pour ça que nos webinaires, vous les avez vus, enfin, il y a tout un programme de webinaires dans l'année, ils sont ouverts à toute structure de l'ESS, y compris les associations qui existent depuis longtemps. Donc voilà nos visages. Vous me voyez aujourd'hui, Célestin aussi. Clément agit sur l'Aisne. On a une répartition territoriale. Donc moi, j'agis sur l'Oise. Célestin, il a une partie de la Somme et Clément sur l'Aisne. Et pour nous contacter, vous avez en général, vous avez déjà et mon contact. Et sur les autres territoires, vous avez un numéro générique. Voilà. Est-ce que tout le monde est au fait de l'utilisation de Zoom ou est-ce que vous souhaitez qu'on vous rappelle un peu les, les petits éléments? Sachez que sur Zoom, vous pouvez poser vos questions via le chat. Si vous avez une question qui vous vient en tête et que vous n'avez pas envie d'interrompre euh, Justine ou Benoît, vous pouvez poser votre question dans le chat et on y répondra au moment où ça sera opportun, où on verra, mais vous pouvez les poser. Parce que si vous êtes comme moi, quand vous avez une question, posez directement. Voilà. Après, vous pouvez, si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez couper votre caméra. Ça facilitera un peu les choses. Bon, après, on n'est pas très, très nombreux, donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Vous pouvez désactiver votre son et le réactiver quand vous voulez, arrêter la vidéo et la réenclencher quand vous voulez. Et puis, pour tout commentaire, n'hésitez pas à faire le chat. Voilà. Donc, là, on va se présenter. Je vous propose de commencer pour voir un peu qui y a autour, devant les écrans. En général, on disait autour de la table, mais il faut changer le vocabulaire. Donc, devant les écrans, je vais commencer. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de dire un peu votre humeur du jour, comment vous vous sentez là, voilà. Et puis de donner un objet qui vous caractérise ou qui caractérise la structure dans laquelle vous êtes. Voilà, c'est une manière de se présenter comme une autre. Donc, je vais commencer. Moi, donc c'est Hélène Rouzet. Je suis plutôt bien là. Alors, il faut savoir que le mois de janvier, c'est un mois que je déteste. Là, on est le 19 janvier, donc on est plutôt à la fin du mois de janvier et du coup, je suis de bonne humeur. Plus on arrivera vers la fin du mois de janvier, et mieux je serai, mon humeur sera top parce qu'on arrive au mois de février qui est un petit mois et que voilà, qui est plus intéressant. Début d'année, je déteste ça en général. Et pour me définir, alors j'ai pris un jeu que vous connaissez peut-être, s'appelle Pile. Alors, c'est un jeu qui me caractérise, je ne sais pas. En tout cas, c'est un porteur de projet qui habite dans le coin de Chantilly.
qui a créé son jeu, qui est super drôle à jouer entre adultes, entre enfants, etc. Si vous voulez le principe, je vous expliquerai plus tard parce que ça prendra un petit peu de temps, mais c'est un jeu simple, efficace, drôle. C'est totalement ce qui me correspond. Voilà. Donc, je vais laisser Célestin se présenter et puis après, on partira sur tout le monde. Et je vous remercie d'être présent. Je réallume ma caméra. Je ne sais pas si c'était moi qui avais des problèmes de connexion ou toi, Hélène, mais ça figeait. Donc, je vais juste la rallumer pour me présenter. Après, j'éteindrai. Alors moi, c'est Célestin. Du coup, je suis chargé de mission comme Hélène, mais cette fois dans la Somme. Mon humeur du jour, bah, on en parlait juste avant et vous allez voir que j'ai le visage légèrement bleuté. Voilà, moi, c'est un peu comme Hélène, j'ai un peu du mal avec cette période de l'année. Mais du coup, moi, je suis encore en phase de réveil. Je suis encore un peu brumeux là pour le moment. Donc normalement, voilà, là, j'ai le visage bleu, mais au fur et à mesure, il va s'éclairer. Et voilà, je sais pas, peut-être une conséquence indirecte, peut-être des pigments au sein de ma peau qui vont changer ma couleur. On ne sait pas trop, mais je vais devenir jaune au fur et à mesure. Ensuite, l'objet. Alors, on en parlait juste avant. Moi, je vais être très, très cliché, parce que les clichés me font rire. Et du coup, c'est une gourde, c'est une bouteille d'eau. Parce que vous comprenez, moi, ce que je considère vraiment important, c'est nous hydrater. Voilà, l'eau est une ressource rare et je pense qu'il faut savoir la préserver, et notamment au sein de cette petite gourde. Voilà, nous pouvons sauver la planète tous ensemble. Voilà, c'est très cliché. Pardon, je suis désolé. Tu passes la parole, Célestin? Ouais, alors du coup, bah, la prochaine dans la liste, c'est Justine d'Harmonium. Bonjour à tous. Donc Justine, donc je suis expert comptable au sein du cabinet Harmonium. On se présentera davantage peut-être après, hein, en tout cas sur ce qu'on réalise nous au sein du cabinet. En tous les cas, mon numéro du jour, moi, tout va bien. Il faut savoir que pour nous, le mois de janvier, en tout cas le premier trimestre de l'année, c'est la grosse période au sein du cabinet. Donc voilà, pour l'instant, ça va. En tout cas, donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager un petit peu notre expérience et pour en tout cas présenter notre profession et surtout ce qu'on peut vous apporter. Au niveau de l'objet qui me caractérise, alors moi je dirais, alors je partirai pas dans le cliché, hein, je parlais tout à l'heure de calculatrice, c'est pas parce qu'on dit expert comptable qu'on dit calculatrice, surtout pas. En plus, calcul mental, honnêtement, c'est pas trop mon truc. Moi je dirais plutôt une montre. Hein. Pourquoi une montre déjà, bon, c'est quelque chose d'adaptable qui va un petit peu chez tout le monde et surtout quelque chose de ponctuel. Donc ça me caractérise assez bien. Et voilà, quelque chose que j'ai toujours sur moi et que voilà, sur laquelle je ne sortirai pas. Donc voilà, une montre. Donc, à moi de passer la parole, je suppose. Bon, Benoît, à ton tour. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Benoît Pouillat, donc expert comptable et chargé de mission du cabinet Harmonium. Pour mon humeur du jour, bah, elle est simple parce que voilà, il y a quelques jours, j'ai eu l'immense joie d'être diplômé expert comptable après un long parcours. Donc c'est plaisant, même s'il fait mauvais dehors, je pense qu'on passera une bonne matinée tous ensemble et une bonne journée. L'objet qui me caractérise, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est plutôt d'un point de vue personnel, ce serait un bloc-notes ou un calendrier, parce que pour aujourd'hui, en tout cas, j'aime toujours organiser les choses que je vais faire, mes idées, me rappeler d'hier et planifier, rêver un peu ce que je ferai demain et dans les prochaines années. Voilà pour mon objet. Je pense avoir fait le tour. Je passe la parole à iPhone. iPhone, ça peut être moi, ça. Tout à fait. Je m'appelle Natacha. Bon, pour moi, l'humeur du jour, pour l'instant, c'est un peu le brouillard parce que, bah, voilà, hein, je me réveille comme tout le monde. Et eh bien, ce ne sera pas un objet, mais la lumière du jour pour pouvoir avancer, pour pouvoir partager, pour pouvoir... voilà, donc ça, c'est mon humeur du jour, enfin, mon objectif. Je suis en cours de création d'une association après un parcours enfin, dans le commerce pendant 15 ans. Et puis, ben voilà, quoi, je suis un peu timide, donc je ne sais pas trop quoi dire. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Pas de souci, merci. De rien. Par contre, je ne vous vois pas. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est de nous entendre.
Oui, je vous entends très bien par contre. Super. Anne, je te laisse la parole. Oui, alors vous avez rectifié vous-même, je ne suis pas Anne, mais l'ordinateur est au nom de mon épouse. Donc moi, c'est Jean. Vous m'entendez? Oui, Parfait, Jean, parfait. excuse-nous. Parce Non, que Jean, il y a aussi une Anne dans la réunion. Mais je veux... Anne. J'en ai profité pour renommer. Voilà, s'il y a une erreur, je renomme tout de suite. Donc voilà, j'ai mis Jean. D'accord. Allez-y, Jean. C'est à vous. J'y vais. Bien, mais moi je suis Jean Boichou. Alors, mon objet, je n'ai pas d'objet vraiment. Ce sont les paysages, que ce soit la montagne, la mer, tout ce qui est beau, les monuments. Et ça permet justement les liens avec les gens, de rencontrer des autochtones, comme on dit. Et, et voilà. Et donc mon humeur aujourd'hui, c'est un peu mitigé. C'est à la fois la brume de ce matin et puis les bonnes nouvelles qui viennent de temps en temps pour les activités de la station dont je m'occupe. Mais c'est très long quand même. C'est très long pour tout le monde. Donc on reparlera un petit peu de nos activités par la suite, je pense. Tout à fait, tout à On fait. développera. Merci. Merci, Voilà. Jean. À vous, Anne. Oui, bonjour. Alors, donc moi c'est Anne, je suis directrice du Festival de violoncelle de Beauvais. Je suis accompagnée ce matin d'une jeune femme, Marion, qui est en service civique avec moi et qui, si vous acceptez, va assister à ce webinaire. Voilà. Alors moi, mon humeur du jour, de la semaine, de la période, c'est très morose parce que je travaille à monter une édition 2021 d'un festival qui, je ne sais pas s'il aura lieu ou pas. Voilà. J'ai déjà été obligée d'annuler le 2020 et là, je dois monter des dossiers et j'avoue que donc j'ai pas d'objet, j'ai juste un état d'esprit assez pessimiste et démoralisé. Voilà. Malheureusement, oui. On comprend, on comprend. Voilà. Voulez-vous... Oui, ben, je vais passer la parole à Lucie. Lucie? Lucie, le micro est éteint. Oui, vous m'entendez? Oui, parfait. Je suis désolée, je viens juste d'arriver à l'instant, je n'arrivais pas à me connecter. Donc, je suppose qu'il faut donner l'humeur du jour, c'est ça? Ouais, l'humeur J'ai du jour compris. et puis un objet fétiche. D'accord, donc l'humeur du jour, c'est comme le temps, c'est pas top. C'est plein de questions dans le brouillard, pas top top. Et moi, mon objet fétiche, c'est mon bracelet porte-bonheur. Ouais, très bien, merci beaucoup. Alors, juste petite précision, est-ce que vous pouvez nous dire territoire et puis l'activité que vous envisagez ou que vous avez déjà montée? Même si moi je le sais du coup, mais que les autres le sachent aussi. Alors, moi, c'est pour monter une micro-crèche du côté de Mers-les-Bains. Mers-les-Bains qui est au fin fond de la Somme sur le littoral picard. C'est ça. C'est pour ça que je m'adapte. C'est bien de préciser. Merci Célestin. Moi, systématiquement, pendant les webinaires, je fais un peu de publicité pour la Picardie maritime. Voilà, alors, je n'ai pas encore prononcé le mot phoque, mais du coup, là, il va être prononcé. N'hésitez pas à venir voir nos phoques sur le littoral. Ils sont très beaux. Voilà. Donc, Lucie, merci beaucoup. Je vais vous laisser passer la parole à quelqu'un d'autre dans la liste. Justine, je ne sais pas si vous avez déjà parlé. J'ai déjà parlé, désolée, mais... Donc après, il y a Jean. J'ai déjà fait aussi. Oh zut. Emmanuel, je vais le faire à votre place parce que c'est pas facile quand on arrive un peu plus tard. Merci à vous. Merci. Emmanuel, géographiquement, on va à un autre bout de la Picardie, puisque moi, je suis dans le sud de l'Aisne, donc à une autre extrémité. J'arrive ce matin avec enthousiasme, dynamisme. C'est plutôt mon ordinateur qui a du mal à se réveiller et du coup, il y a une part d'inconfort pour moi là, au niveau technique, c'est un peu fragile.
Voilà, donc l'humeur, c'est plutôt en joie en fait d'avoir tous ces visages devant moi et face à de nouvelles connaissances qui arrivent et connaissances en termes de relations et connaissances en termes de compétences et de savoir. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, l'objet que j'ai pris pour ce matin, alors c'est pas un objet fétiche, attendez, je le mets dans ce sens-là, c'est une pièce de puzzle. J'ai pris une pièce de puzzle parce que quoi? Parce que j'aime bien mettre en relation les gens, parce que j'aime bien composer des palettes de couleurs. Voilà, c'est en lien aussi avec mon projet parce que je suis en train de créer un café associatif dans le sud de l'Aisne, en territoire rural. Et donc, voilà, le puzzle en clin d'œil aussi au jeu, aux liens, etc. Et puis, quand j'ai dit ça, je crois que j'ai fait à peu près le tour et je vais passer la parole à Mélissa. Bonjour à tous, merci. Moi, je n'ai pas d'objet. Pour moi, c'est la croyance. Par rapport à tout ce que j'entreprends en ce moment, par rapport à mon ancien employeur, par rapport à mon projet de micro-crèche dans le sud de l'Oise. Et mon humeur, du coup, contente et à la fois un peu fatiguée. Par rapport au fait que je suis contente par rapport à toutes les informations, toutes les formations que je fais par rapport à la BGE, toutes les rencontres avec tout le monde, les échanges. Et un peu fatiguée par rapport à toutes les démarches que j'effectue actuellement dans ma vie perso et professionnelle, que j'effectue toute seule. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Merci, Mélissa. Tu peux quelqu'un d'autre? Oui. Catherine? Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai pas mis ma caméra parce que j'ai un problème de réception. Pas de souci. Alors, mon humeur du jour, ça va à peu près. Ça fait pas mal de temps que je suis dans cette... On t'entend en écho, Catherine. Allô, vous m'entendez? Très mal. Mieux. Ah. On va essayer, Catherine. Aïe, je vous vois. Ouais, j'ai un problème de connexion ce matin. Ouais, j'ai coupé le son, mais j'ai coupé le son du mauvais profil. Donc, on vous entendait plus et on entendait l'écho. Mais là, c'est bon. Allez-y. C'est bon? Ouais, bon. Parfait. Oui, alors, mon humeur du jour, ça va plutôt bien. Ensuite, alors, j'ai choisi un sac comme objet parce que je pense que le sac représente un petit peu, sera pour moi, ça représente l'objet utile qui est de tous les jours. Alors, le sac dans tout ce qu'on peut penser en sac. Hein. Ça peut être un sac de course, sac à main, enfin tout. Et c'est en tant qu'objet utile. Et pour éventuellement aller vers ce projet que j'ai depuis un petit moment, dans un premier temps, c'était pour reprendre l'épicerie de mon village. Bon, a priori, ça ne se fera pas, c'est même sûr. Et maintenant, j'envisage autre chose, un peu dans le même type de projet, mais plus quelque chose de mobile. Je ne sais pas. Encore, il faut que je fasse mes recherches. Voilà. Merci, Catherine. Je passe la parole à Alexandre. Alexandre, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, excusez-moi, ma caméra ne marche pas, du coup, je n'avais pas réussi à la montrer. J'arrive pas à la mettre en route, mais tant pis. Bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, l'humeur du jour, c'est plutôt positif. En plus, il fait un temps magnifique à Limoges. Donc, c'est cool. C'est pas la peine de... Nous, on a un temps déplorable dans l'Oise. Ah, personne n'en a parlé, donc j'ai posé la question, mais je m'en suis douté. Voilà, et sinon, l'entreprise, elle est dans le sud de l'Oise, au sud de Senlis et Chantilly.
Mais on est un petit peu éparpillé partout. Je suis avec une collaboratrice à Bordeaux, un développeur qui habite à Louvre et un graphiste qui habite à Toulouse. Et l'objet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un livre de René Bickel, pour ceux qui connaissent. C'est celui qui fait les illustrations sur les magazines de Biocop. Et déjà, le livre, je trouve que c'est un objet intéressant. Surtout aujourd'hui, on est très connecté. Ça permet de revenir à quelque chose de plus simple, on va dire, et qui n'est pas énergivore. Et le livre s'appelle Les chemins de la souveraineté individuelle. Et il a pour vocation de rappeler que malgré le temps qu'on traverse et les épreuves qu'on traverse dans la vie, il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent de nous. Et qu'il faut pas oublier de se prendre en main et aussi de savoir écouter son intuition. Donc voilà un petit peu l'objet que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et l'entreprise, c'est Producteurs à la carte et elle a pour but de mettre en réseau les paysans qui pratiquent une agriculture écologique et les habitants qui sont autour de ces paysans et qui peuvent se regrouper ensemble pour commander directement auprès de ces paysans. Merci beaucoup Alexandre. On a quelqu'un qui est encore plus loin que toi. Caroline, je te laisse la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien, très bien. Alors, nous sommes effectivement, mais très temporairement, au Kenya. J'ai eu un petit peu de mal à me connecter, mais ce n'est pas la distance qui a fait la difficulté. Bonjour à tous. Du coup, j'ai un peu loupé tout ce que vous avez dit. Ce qu'il faut que je dise, moi, c'est mon humeur du jour, c'est ça? Ton humeur du jour et un objet qui te correspond. Mon humeur du jour, elle est assez zen parce que je suis chez ma fille et je vois mes petits-enfants et c'est sympathique et il fait beau. Voilà. Et mon objet, eh bien, c'est une grelinette. Une grelinette qu'on commence à utiliser dans l'association, mais surtout parce que c'est un objet qui, d'abord, est utile. Et ça, c'est un désir que j'ai avec l'association. Et puis, c'est un objet qui agit assez subtilement, qui simplement par un peu de pénétration dans le sol va permettre à toute une vie d'être d'abord respectée et de se mettre en place avec beaucoup de synergie entre les différentes vies qui se trouvent dans le sol. Donc, c'est aussi ça que j'ai en tête dans la manière de vivre de l'association qu'on a juste créée en 2020. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce que quelqu'un n'a pas parlé? Oui, moi, Manuela. Manuela, excuse-moi, à toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Manuela. L'humeur du jour, eh bien, je suis sereine et je suis ravie de participer à cette première réunion. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que je vois qu'il y a divers métiers et puis des personnes qui sont un peu partout en France. Donc, voilà, j'ai hâte d'apprendre de chacun d'entre vous. Mon objet fétiche, j'en ai pas vraiment. Mais je dirais qu'en ce moment, c'est le crayon, parce que je prends énormément de notes. Oui, je dirais aujourd'hui, dans mon village. L'idée, voilà, c'est de redonner de la vie dans un village de 600 habitants où il y a une population qui est assez vieillissante. Alors après, est-ce que ce sera une épicerie solidaire? Est-ce que ce sera, est-ce que je serai seule à la tête de cette épicerie? Voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'apprendre, c'est de m'enrichir et puis d'essayer de trouver le meilleur concept. Voilà. Super. Merci. Merci à tous. C'est bon, tout le monde a pu parler? Alors, on commence. Je vous propose de commencer.
Normalement, je vais commencer un partage d'écran. Vous me dites si tout va bien pour vous. Enfin, en tout cas, vous me dites si ça ne va pas plutôt. Ah, pour l'instant, moi, j'ai rien. Pour moi, c'est bon. C'est bon aussi. Ouais. C'est bon aussi. Bon? Ouais. Moi, j'ai 5 écrans. Ah, 5 écrans. Alors, normalement, vous devez avoir tout en haut à droite, certainement un bouton où vous pouvez appuyer qui s'appelle affichage, tout en haut à droite. Oui. Tout à fait. Et voilà, vous appuyez dessus et vous cochez la case standard. Normalement, ça devrait afficher le PowerPoint directement et avec Moi, la tête de l'intervenant. sur le mien, c'est marqué attente. Donc, vous n'avez rien, Natacha? Rien du tout? Absolument rien. Je me vois moi déjà, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais c'est pas très intéressant du coup. Je pense que vous voyez régulièrement. De toute manière, vous ne nous voyez pas non plus avant. Du tout. Ouais, c'est pour ça, il doit y avoir un problème. Et je ne peux rien toucher, de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, je vous propose de commencer quand même. De toute manière, le PowerPoint, vous allez le recevoir, Natacha. Pas de souci. D'accord, super. Justine, Benoît. Ça marche. On va démarrer. Alors, vous verrez volontairement le support qu'on vous présente là, il est plutôt très, voilà, en tout cas, très synthétique, très, très visuel. Le but aujourd'hui, c'est pas de faire un cours de comptabilité, hein, surtout pas avec vous. C'est plutôt présenter un petit peu notre métier, en quoi on peut vous aider, puis voir est-ce que vous êtes obligé ou pas d'avoir recours à un expert comptable et comment un petit peu on peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser des questions, donc soit dans la barre de chat, soit bah, voilà, en direct, le but que ce soit un petit peu interactif et que surtout que vous ayez réponse à vos questions. Alors, pour nous présenter brièvement, donc moi, donc je m'appelle Justine Leroy, ça fait à peu près un peu plus de 8 ans maintenant que je suis au sein du cabinet Harmonium, et donc je suis diplômée d'expertise comptable. Au quotidien, moi, je gère un portefeuille de dossiers, principalement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. J'accompagne diverses structures, hein, que ce soit des associations, des structures avec un statut, on va dire, entreprise, par exemple le statut coopératif, donc des SCOP, des SIC, également divers entrepreneurs engagés, en tout cas des entreprises sous un statut juridique plus classique, avec une dimension, voilà, avec un engagement particulier. Principalement, après, voilà, j'accompagne des structures un peu plus classiques, sans spécificité, mais on va dire qu'il y a plus de 2/3 de mon activité qui sont voilà, orientées ESS, et j'interviens dans 2 ordres, hein, à la fois expertise comptable, également commissariat aux comptes. Ça parle peut-être à certains d'entre vous. Je vois qu'il y a des associations. Voilà, on ne rentrera peut-être pas dans le détail, mais lorsque vous êtes association et vous recevez des financements, des subventions, vous êtes parfois dans l'obligation d'avoir recours à un commissaire aux comptes. Donc voilà, nous, on a un petit peu... Et donc moi, en complément de tout ça, j'interviens aussi dans le cadre de missions un peu plus ponctuelles. Dans le cadre, par exemple, de DLA, de DASES, c'est peut-être des mots, des accompagnements qui vous parlent un peu plus. C'est des dispositifs qui sont mis en place par les régions et qui vous permettent de bénéficier d'accompagnements ponctuels. On y reviendra un petit peu par la suite. Donc voilà, moi, j'interviens aussi dans ce cadre-là. Donc voilà brièvement pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Benoît. Oui, donc pour finir de me présenter, j'ai un profil similaire à celui de Justine. Je suis juste arrivé en 2014. Pour se concentrer plutôt sur le cabinet dans lequel on est, c'est un cabinet donc, dont le nom est Harmonium. Pourquoi Harmonium? Parce qu'il y a harmonie, il y a homme. On est un cabinet aujourd'hui de 45 salariés créé en 2000. 45 salariés, donc on progresse, mais on reste un cabinet à taille humaine. Notre cœur de métier, donc comme le disait Justine, c'est l'économie sociale et solidaire. On a vraiment une dominante dans cette activité-là, mais on gère aussi des entreprises, des comités sociaux et économiques, ce qu'on appelait autrefois les comités d'entreprise, qui eux aussi ont des obligations comptables. Et au niveau géographique, on a notre siège social sur Lille avec une 40aine de salariés, un bureau sur Montpellier et un bureau sur Lyon et un bureau aussi sur Paris. Voilà, donc on intervient un peu dans toute la France. C'est un de nos points forts. Et pour info, on a aussi voilà, Harmonium, c'est un groupement, on ne va pas aller plus loin, mais on a aussi d'autres structures, notamment spécialisées dans le secteur
culturels, mais aussi des professions libérales et les comités sociaux et économiques. Voilà. Justine, je te laisse la main pour… Alors, vous verrez, on va parler sur 3-4 slides. L'idée, c'est de vous présenter brièvement le métier d'expert comptable, mais surtout ce que ça peut vous apporter. On a généralement l'idée voilà, d'établissement des comptes, mais finalement, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, c'est surtout du conseil, on le verra. Et, voilà. Et l'idée, ensuite, c'est d'échanger sur vos interrogations et vos questions. Pour démarrer déjà sur ce qu'est un expert comptable, alors il faut savoir qu'un expert comptable, c'est une profession réglementée, on est rattaché à un ordre, donc à l'ordre des experts comptables, et qui dit profession réglementée dit, on va dire, code de déontologie à appliquer, des règles spécifiques à suivre. Donc on a des obligations en termes de formation, des obligations en termes de compétences, et aussi des obligations dans le cadre de la réalisation de notre mission. Je pense par exemple au secret professionnel, on est tenu au secret professionnel, c'est-à-dire que voilà, lorsque vous allez voir un expert comptable, les informations que vous communiquez, elles ne seront pas divulguées au grand public. Donc cette profession réglementée fait que notre métier est normé. On est contrôlé régulièrement par nos instances pour s'assurer que toutes ces règles, elles soient bien appliquées. Pourquoi? Dans quel but? En fait, c'est surtout que toutes ces règles permettent d'assurer un niveau de qualité identique chez l'ensemble des experts comptables. C'est-à-dire que vous allez voir l'expert comptable X ou l'expert comptable Y, l'application de ces normes fait qu'en définitive, le bilan qu'il va vous produire, ce sera le même chez l'un et chez l'autre. En tout cas, la même présentation. Vous imaginez bien que si tout le monde faisait ça un petit peu comme il le souhaite ou comme il aime le faire, je pense par exemple aux banques où elles n'auraient aucun gage de qualité, aucun gage de confiance sur les documents qui pourraient vous être produits. Donc voilà, tous les comptes qui seront produits par les experts comptables vont obéir aux mêmes normes. Donc c'est vraiment un véritable gage de qualité d'une part pour vous et surtout pour les chaires qui accompagnent vos structures. C'est pour ça que les experts comptables ont, de par la loi, une prérogative exclusive pour la réalisation de ces comptes, l'attestation de ces comptes. Il n'y a que des experts comptables qui pourront vous attester les comptes qui seront produits. C'est le seul habilité. Il faut savoir qu'on parle d'experts comptables, mais en fait, voilà, dans les faits, si vous avez recours à un cabinet, donc ça dépendra certes de la taille du cabinet, vous serez certes en relation avec l'expert comptable, mais vous serez surtout en relation avec son équipe. Alors, son équipe qui, selon la taille du cabinet, pourrait être plus ou moins importante, mais chez nous, par exemple, c'est un collaborateur, également un chargé de mission. Donc, ce seront des personnes qui seront chargées de suivre votre dossier au quotidien et qui seront vraiment pour vous des interlocuteurs privilégiés. Donc, voilà, l'expert comptable sera vraiment la personne qui signera les comptes que vous rencontrerez voilà, potentiellement, mais ce ne sera pas la personne avec qui vous aurez le plus fréquemment de liens de relations. On présente souvent l'expert comptable comme étant le médecin généraliste des entreprises. Pour moi, c'est une belle comparaison et à plusieurs titres. D'une part, l'expert comptable, généralement, il est là, il vous accompagne sur la durée, comme un médecin, et surtout en cas de souci, il est là pour, avec vous, faire un diagnostic de la santé de la structure, voir un petit peu pourquoi ça ne va pas, et surtout vous aider à trouver à réfléchir aux solutions et à trouver des solutions pour faciliter la gestion, faciliter la suivi ou améliorer la gestion financière. C'est vraiment un partenaire qui est là avec vous pour vous suivre au quotidien. Pour vous donner un ordre de grandeur au niveau des experts comptables en France, c'est 21 000 experts comptables en France. Donc, vous avez un petit peu l'embarras du choix, on va dire, au niveau des experts comptables, même si ça reste, voilà, 21 000, ça peut paraître beaucoup, répartis sur les régions, sur le territoire, et si on enlève la région parisienne, on a déjà voilà, beaucoup moins de cabinets, et c'est 2,5 millions d'entreprises, en tout cas de structures, en France, qui ont recours à un expert comptable. Donc, voilà pour ce premier focus sur qu'est-ce qu'un expert comptable. Donc voilà, on est une profession normée qui est gage de qualité. Donc je vais laisser la parole à Benoît pour vous présenter maintenant, voilà, pourquoi avoir recours à un expert comptable et pour quel type de prestations. Alors par contre, on a une question. Quelles compétences communes des experts comptables avec des juristes? Alors je ne vois pas la fin de la question. Ok, donc expert comptable juriste. Alors nous, par exemple, au cabinet, il faut savoir qu'on a une personne, on a 2 juristes, une juriste en droit social et une juriste en droit des sociétés. Donc nous, en tant qu'experts comptables,
on n'est pas juriste, on n'a pas un diplôme de juriste. Hein. Par contre, dans notre bagage et dans notre formation, on a plus de la moitié de notre formation, notamment du droit fiscal, hein, du droit des sociétés, etc. Donc, on a, on va dire, un bagage commun. Après, on n'est pas du tout juriste. Hein. On ne va pas pouvoir vous établir d'actes, en tout cas, d'actes pour la constitution de structure. Oui, ça, on peut le faire, on vous en parlera après. Mais voilà, il y a certaines questions où nous, par exemple, on va vous orienter vers un juriste ou un avocat quand c'est des questions vraiment trop techniques, trop ciblées et pour lesquelles on ne se sent pas en mesure hein, d'avoir la compétence. Et bien entendu, au-delà de l'expert comptable, il faudra vous réorienter vers des juristes en particulier. Alors, j'ai un souci avec Zoom. Il a arrêté de fonctionner. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend toujours, Justine. Ok, bon, bah, l'affichage reviendra. C'est pas grave, je vais continuer si tu veux. Caroline, est-ce que j'ai répondu peut-être à votre question? Oui, merci beaucoup. Super. Oui, Justine, moi, je ne sais pas si les autres, c'est pareil, mais parfois, je te vois hacher et j'arrive toujours à récupérer le bout de la phrase, mais voilà. Juste... D'accord, je vais peut-être couper ma caméra, ce sera mieux. Et là, mon ordinateur est encore en train de faire un petit pontage. Je reviens de suite. Benoît, je te laisse la parole peut-être. Ouais, je vais continuer donc pour vous présenter donc le type de prestation qu'un expert comptable peut réaliser. Tout à l'heure, je vous disais que l'image qu'on a d'un comptable ou d'un expert comptable, c'est de réaliser les comptes de la structure qui l'accompagne. Il faut savoir que le métier, il est beaucoup plus diversifié que ça. Oui, le rôle le plus connu de tous pour l'expert comptable, c'est d'établir des comptes annuels. Ça rejoint en fait la définition de la comptabilité, hein, qui est en fait de transcrire l'activité de votre structure sous une forme chiffrée et normée. Quand on dit normée, il y a des règles, notamment le Code du commerce, qui prévoit des états, donc des comptes annuels qui sont normés et qui doivent être rendus à la fin de chaque année pour un certain nombre de structures, notamment des entreprises commerciales et certains types d'associations. Quand on dit comptes annuels, brièvement, c'est un bilan, un compte de résultat et une annexe. C'est ça que produira votre expert comptable. Très brièvement, le bilan, c'est une photographie à une date donnée du patrimoine de votre structure. En fait, c'est quoi? C'est ce qu'elle possède en face de ce qu'elle doit. Le bilan, c'est ça. Le compte de résultat, ce sera ses recettes de l'année moins ses dépenses. Ça vous donnera le résultat de votre année. Et l'annexe, le dernier état, c'est sous une forme un peu plus littéraire qui va expliquer en fait certaines parties des deux premiers états, donc des bilans et des comptes de résultats. Voilà ce qu'on appelle les comptes annuels. Ça, votre expert comptable, il le fera forcément. En plus de ça, il y a une forte dimension conseil qui apparaît depuis un certain nombre d'années, notamment du fait et comme beaucoup d'autres métiers, de la révolution du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate qu'avec tous les nouveaux logiciels qui apparaissent, il y a de plus en plus de choses automatisées. Et les missions un peu dites traditionnelles, donc l'établissement des comptes par exemple, devient de plus en plus automatisé. Donc, les experts comptables se tournent vers du conseil, qui lui, forcément, est plus dans l'humain, dans la valeur ajoutée et qui ne peut pas forcément être, entre guillemets, automatisé. Donc, l'expert comptable, aujourd'hui, c'est avant tout du conseil, notamment, alors la mission qu'on retrouve le plus, c'est au-delà d'établir les comptes, on va les présenter à la gouvernance, donc on va les présenter en conseil d'administration, en assemblée générale, et on va les analyser. Et aussi donc des préconisations. Alors, faut savoir que l'expert comptable, c'est le premier conseil professionnel du dirigeant hein, dans sa vie. Et de par ses connaissances en fiscalité, en juridique, etc., il va pouvoir accompagner son client dans les moments qui vont bien et dans les moments aussi où il y aura peut-être éventuellement des difficultés. Voilà. Et en plus du conseil, on peut réaliser tout un tas d'autres prestations en réponse aux besoins du client. On y reviendra dans la dernière slide, mais voilà, c'est toutes des prestations qui tournent autour de la gestion financière. Et le meilleur exemple qu'on peut donner en ce moment et ce qu'on propose, c'est
une aide par rapport à la crise sanitaire actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple, bon nombre de cabinets mettent en place des équipes dédiées pour répondre aux questions des clients par rapport voilà, à leur situation, aux aides qu'ils pourront solliciter. Et l'expert comptable va les accompagner, va réaliser les déclarations pour eux, va leur répondre à des questions parce que voilà, il y a beaucoup d'ordonnances qui sortent au quotidien et il y a un certain nombre d'aspects réglementaires qui vont un peu toujours évoluer en ce moment. Voilà, voilà un exemple d'autres prestations. On aura l'occasion d'y revenir juste après, mais le champ est vraiment très, très diversifié. Ce qu'il faut retenir, la notion principale, c'est que l'expert comptable, c'est un partenaire, c'est une source de conseil tant à la création de votre structure, c'est-à-dire qu'on peut accompagner, par exemple, à la rédaction des statuts, au choix de la forme juridique, à la recherche de financement. Donc, pour la création, mais aussi au cours de la vie de la structure, en notamment réfléchissant aux stratégies à mettre en place, aux perspectives, aussi en aidant à piloter l'activité par l'établissement d'indicateurs, on y reviendra. Voilà, c'est à la création, au cours de la vie, c'est vraiment un partenaire au quotidien sur lequel le client voilà, peut compter. Justine, je ne sais pas si tu es revenue. Je suis revenue. Ok, bah écoute, je te laisse la parole. Alors, vous posez potentiellement une question. Vous êtes pour beaucoup en phase de création. Et là, vous dites peut-être, est-ce qu'on est obligé ou pas d'avoir recours à un expert comptable? Ce n'est pas forcément très clair. Hein. Ça va peut-être vous surprendre. Il faut savoir qu'il n'y a aucun texte pour vous, en ce qui vous concerne, qui vous oblige à avoir un expert comptable. C'est vraiment un choix de la structure. Il n'y a pas d'obligation. Néanmoins, c'est quand même le plus souvent indispensable et à plusieurs titres. D'une part, parce que vous n'avez peut-être pas vous forcément les compétences en interne pour établir les comptes. Et quel que soit le type de structure, vous avez toujours des comptes à émettre et à faire approuver en assemblée générale. Donc, tout le monde ne sait pas tenir une comptabilité, tout le monde ne sait pas ou ne peut pas établir de déclaration fiscale. Donc, on est là, nous, pour vous aider là-dessus. Et d'autant plus, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment un gage de qualité et de fiabilité pour les tiers, notamment les banques ou les subventionneurs, puisque seul l'expert comptable a la capacité d'attester des comptes. Donc, c'est vrai que lorsque vous communiquez des comptes qui sont attestés par un expert comptable, ça donne toujours plus de force à vos documents. Donc, là, c'est, on va dire, la première raison du recours à un expert comptable. Et surtout, c'est pour nous quand même savoir s'entourer des bonnes compétences. D'une part, si vous êtes entouré et de vous déléguer, on va dire, cette partie comptable à un expert comptable, ça vous permettra de vous de gagner du temps, de vous concentrer sur votre projet et de déléguer un petit peu de cette partie administrative et comptable. Et d'autant plus, ça vous permettra de mettre en place une bonne organisation, de mettre en place chez vous des outils de gestion appropriés qui, dès le départ, vous permettront en fait d'avoir les outils, les documents pour bien suivre votre activité et surtout la piloter. On pense par exemple à des prévisionnels de trésorerie qui sont importants en ce moment, d'autant plus avec la situation sanitaire qui va perturber un petit peu les activités. Ça sera d'autant plus vrai aussi en vous mettant des outils à dispo pour réaliser par exemple votre facturation, pour suivre vos achats, etc. Ne pas avoir recours à un expert comptable, ça pourrait, pour vous, engendrer des risques. Alors, soit commettre des erreurs, alors non pas des erreurs volontaires, mais juste parce que ce n'est pas votre cœur de métier. Et donc, voilà, on pense faire bien les choses et en définitive, on se rend compte que, oui, ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Surtout ne pas être informé des nouvelles lois en vigueur. Non, on est là aussi, nous, on suit l'actualité juridique, on est au fait là-dessus et donc on est là pour vous conseiller et pour vous dire, attention, cette nouvelle loi est sortie, il faudrait peut-être faire comme ça, ou attention, du fait de votre structure, vous avez ça à appliquer. Et donc voilà, c'est avoir également aussi être là en soutien, notamment pour toutes les structures qui sont fiscalisées, pour que vous soyez quand même dans les règles et aux normes compte tenu de ce qui est attendu au niveau notamment des impôts. C'est vrai que si vous êtes soumis aux impôts, vous devez établir des liasses fiscales ou des documents particuliers et là, le faire en interne, clairement, c'est compliqué.
Pour vous donner un ordre d'idée, hein, en France, c'est les graphiques qu'on vous a repris ici. Il y a 71% des entreprises et 54% des associations qui ont recours à un expert comptable. Donc voilà, c'est quand même une proportion importante. Et donc le graphique sur la droite, on va retrouver les motifs et les raisons du recours à un expert comptable. Donc, il y a 77% des personnes interrogées qui vont voir un expert comptable pour attester les comptes. Donc voilà, c'est le premier, ce qui arrive un petit peu en premier lieu. Et ensuite et surtout, c'est surtout, comme je l'évoquais, pour avoir une sécurité du respect de la loi et des réglementations, pour aider et être aidé à la gestion de la structure, et également pour s'aider dans la phase de développement et de création. Une question, Justine, je ne sais pas si je peux te la poser comme ça. Vas-y. Dans les associations, on parle aussi beaucoup de contrôleurs aux comptes. Alors voilà, commissaire aux comptes. Alors effectivement, là, c'est différent. Là, vous avez une obligation d'avoir recours à un commissaire aux comptes. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour vous en cette notion d'expert comptable, commissaire aux comptes, ils font la même chose. Alors, il faut savoir qu'en fait, un expert comptable, généralement, il est également commissaire aux comptes. C'est un double diplôme. Ça nous donne la possibilité de faire les deux choses. Par contre, un expert comptable d'une structure ne pourra pas établir les comptes, également être commissaire aux comptes. On ne peut pas établir les comptes et les contrôler. Niveau impartialité, voilà, c'est pas l'idéal. Par contre, au niveau des associations, dès lors que vous dépassez le seuil de 153 000 € de subvention, vous êtes dans l'obligation d'avoir recours à un commissaire aux comptes. Et là, par contre, voilà, si vous n'avez pas recours à un commissaire aux comptes, c'est un peu plus compliqué, c'est une obligation légale, hein. Vous devez obligatoirement y avoir recours. Alors pourquoi? C'est en fait pour garantir l'utilisation des fonds publics. C'est vrai que lorsque vous avez des financements qui viennent de l'extérieur, il faut qu'on puisse garantir que les fonds sont bien utilisés. Donc le commissaire aux comptes viendra certifier les comptes, donc vous allez établir des comptes et viendra les certifier. Il viendra apposer son visa et il dira que pour lui, les comptes sont cohérents avec l'activité. Donc ça, c'est la mission du commissaire aux comptes. Donc là, on est par contre sur une obligation, hein. Effectivement, dans les structures qui ne sont pas associatives, hein, les SAS, SARL, on a aussi une obligation, mais là pour des seuils beaucoup plus élevés en termes de chiffre d'affaires. Vous atteindrez là, peut-être pas forcément si vous êtes là en phase de création. Mais attention tout de même pour les structures associatives, c'est avoir cette alerte, hein, lorsque vous recevez des financements du public. C'est aussi valable, hein, lorsque vous recevez du mécénat ou des dons. En fait, dès lors que vous émettez un reçu fiscal et que le montant de ces dons ou de ce mécénat dépasse ce seuil de 153 000 €, vous êtes également dans cette obligation-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Hélène? Merci, merci. Et donc, je vais repasser la parole à Benoît, puisque maintenant, voilà, si vous voulez faire appel à un expert comptable, vous posez la question de comment choisir. Il y a un petit peu d'experts comptables partout. Voilà, Benoît, je te laisse la parole. Alors, effectivement, vous avez le choix, comme le dit Justine. Alors, comment le choisir? D'abord, interrogeons-nous sur pourquoi s'interroger sur comment le choisir. Il faut savoir que l'expert comptable, il va être amené à travailler de façon durable avec vous. On constate généralement qu'on ne change pas de conseil tous les ans, même si vous en avez la possibilité, mais généralement, ce sera une relation qui va s'installer sur 5, 10 ans, voire plus. L'expert comptable, il va être un peu votre confident de gestion, c'est-à-dire que dans les moments un peu plus compliqués, vous allez lui soulever vos difficultés, vous allez lui demander des conseils un peu dans l'urgence. Aussi, dans les moments qui vont un peu mieux, vous allez lui demander une stratégie. Voilà, il y aura des choses un peu personnelles qui font que l'expert comptable, vous devez avoir une confiance quasi totale en lui. Donc, c'est important de savoir comment le choisir. Et donc, comment le choisir? On vous a listé ici les critères, en tout cas les plus fréquemment rencontrés. Le premier, c'est le secteur d'activité qui est privilégié par l'expert comptable. Tout à l'heure, on parlait d'un métier diversifié. Un expert comptable, ça ne fait pas de tout. Enfin, ça peut faire de tout, mais généralement,
on ne reste pas généraliste toujours, on se spécialise dans une dominante qui peut être l'économie sociale et solidaire, la consolidation, voilà, des choses un peu comme ça. Donc, il est important de choisir de votre côté un professionnel qui va comprendre les spécificités de votre secteur et qui pourra vous conseiller efficacement. Le deuxième critère, ce sera la taille de son cabinet. Pourquoi pas? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable, ils représentent un peu le tissu économique français, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petits cabinets. Quand on dit petit, c'est inférieur à 50 salariés environ, donc des cabinets à taille humaine, et on a beaucoup moins de grands cabinets. Ces grands cabinets-là, généralement, voilà, c'est des grands noms et ils ont plus des réseaux internationaux, etc. Eux, ils font de tout. Alors, soit vous privilégiez les petits cabinets pour un côté, je ne sais pas, proximité, disponibilité, un côté un peu plus humain, ou alors vous privilégiez, pourquoi pas, les grands cabinets qui ont peut-être un peu plus d'expertise, ont une équipe un peu plus étoffée. Voilà, là, ce sera vraiment votre choix. Le troisième point, c'est les missions et les outils qu'ils peuvent vous proposer. Il faut savoir que lorsque vous allez voir un expert comptable, il n'est pas forcément, il est obligé de vous dire s'il est ou non en capacité de réaliser la mission que vous lui demandez. Le besoin, il est tellement diversifié qu'il va vous dire bah, oui, je sais faire ou, oui, ou non, je ne sais pas faire. Et aussi, il faudra voir ce qu'il peut vous proposer. En tant que client, vous allez avoir des besoins, donc vous allez avoir peut-être besoin d'outils au quotidien ou pas. Et est-ce qu'il peut vous proposer ces outils? Quels sont les outils qu'il peut vous proposer? Quel tarif? Forcément, on va y revenir après. Il y a aussi le type de relation de travail souhaité. Est-ce que vous souhaitez le rencontrer beaucoup dans l'année? Est-ce que finalement, vous n'avez un besoin qu'en fin d'année, juste pour établir les comptes et entre-temps, dans toute l'année, vous avez finalement assez de compétences et de connaissances pour gérer tout le reste? Il y a aussi les qualités recherchées chez un professionnel. Est-ce que vous recherchez la proximité? Est-ce qu'une relation à distance, ça vous convient? Aujourd'hui, dans le métier, on constate l'apparition, peut-être que vous en avez entendu parler, d'offres en ligne, c'est-à-dire que c'est des experts comptables qui vont proposer une offre en ligne un peu dématérialisée et là finalement vous aurez une relation plutôt en fin d'année et pas forcément en cours d'année. Donc le coût, on va y revenir, il sera moins élevé à n'en pas douter. Voilà, donc le coût, alors que nous on appelle les honoraires, donc qui est forcément un critère, les honoraires, il faut savoir qu'ils ne sont pas réglementés. C'est-à-dire qu'avant de commencer une mission, ils vont être négociés entre le client et l'expert comptable. Négociés sur la base de quoi? On va généralement, avant de commencer une mission, vous demander quel est votre niveau de chiffre d'affaires prévisionnel? Quelle est votre structuration de charges? Est-ce que vous avez beaucoup de frais de déplacement? Est-ce que vous percevez beaucoup de subventions? Et en fonction de tous ces éléments-là, on va essayer d'estimer un volume de documents à traiter et un volume d'heures du coup prévisionnel à passer sur la mission. Et en fonction de taux horaires que chaque cabinet finalement définisse en amont, on va vous proposer une valorisation globale pour l'année qu'on formalisera dans un contrat entre vous et nous, entre guillemets, et qu'on nous on appelle une lettre de mission. Ce contrat-là, donc qui est appelé lettre de mission, il va formaliser les honoraires, mais il va aussi formaliser les travaux qu'on doit réaliser pour vous. Il va formaliser tout un nombre d'éléments pour sécuriser forcément les deux parties. Voilà, c'est vraiment un outil, c'est une obligation de réaliser ce contrat-là forcément, et ça sécurise les deux parties. Justine, je te laisse peut-être le dernier mot. Alors, ensemble, pour montrer un peu l'étendue des choses qu'un Alors, juste, Benoît, si je peux revenir sur comment choisir l'expert comptable, nous, ce qu'on peut vous conseiller, si vous êtes dans cette démarche-là, eh bien, c'est demander un rendez-vous, demander un entretien. Rien de mieux que discuter avec lui, de voir ce qu'il propose. Et clairement, c'est un petit peu... Voilà, il y a pas mal de relationnel, en tout cas, nous, de la façon dont on voit les choses, pour trouver un expert comptable qui vous correspond. Rien de mieux qu'avoir un entretien maintenant en visio, en présentiel, pour voir si
Si les qualités recherchées ou celles qui vous sont présentées sont attendues, donc n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous. C'est là où vous pourrez vraiment vous faire une idée de l'expert comptable et de si oui ou non il pourra répondre à vos attentes. Et donc, effectivement, quand tu disais, Benoît, au niveau de vos attentes, il faut savoir que l'expert comptable peut réaliser une diversité de missions qu'on vous a présentées là. Donc, la première, c'est celle qu'on a évoquée, c'est réaliser les comptes, ce qu'on appelle mission de présentation des comptes. C'est certes la mission principale, mais il y a quand même toute une diversité d'autres missions qui sont importantes pour vous et qui sont d'autant plus importantes pour nous, puisqu'elles sont vraiment intéressantes, et c'est vraiment de l'accompagnement au quotidien. Premier type de mission, on a parlé tout à l'heure, on parlait notamment du juridique et du social. Je vais te laisser la main là-dessus, Benoît. Ouais, donc on est capable. Alors, généralement, dans les cabinets, il y a une équipe dédiée, par exemple, au social, au juridique, comme le disait Justine. Alors, le juridique, par exemple, pour vous donner des idées de mission, forcément, accompagnement à la création, réflexion de la forme juridique, rédaction des différents procès-verbaux suite aux assemblées générales. Tout ça, c'est du juridique qu'on sait réaliser. Et le social, pareillement, généralement, on a une équipe qui est dédiée, qui a des diplômes en social pour établir les bulletins de paye des salariés, pour rédiger les contrats de travail, pour payer vos cotisations sociales. Entre le social et le juridique, si tu me permets, Justine, on a aussi inclus une aide à la gestion. Alors ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. C'est par exemple le pilotage de votre activité. Ça rejoint l'idée de gestion financière, c'est-à-dire qu'on propose de plus en plus en cours d'année aux clients ce qu'on appelle des tableaux de bord qui représentent en fait une mise à jour donc, de vos comptes qui est de façon très régulière, par exemple au mois le mois. Et suite à cette mise à jour-là, on va proposer aux clients donc, une présentation et des indicateurs qui lui seront pertinents et qui lui permettront à lui de voir au mois le mois comment évolue son activité, son chiffre d'affaires. Est-ce que ces charges, elles correspondent un peu à ce qu'il ressent dans son quotidien, parce qu'il n'a pas forcément à l'esprit, forcément au jour le jour, cette vision un peu comptable. Donc, ça lui permet de prendre du recul de façon très régulière et de piloter, d'ajuster en fonction des besoins pour ne pas avoir de surprise en fin d'année lors de la présentation des comptes. Parce que quand on parle de présentation, c'est une présentation en fin d'année et on fait le constat finalement trop tard. S'il n'y a pas eu de stratégie et de pilotage en cours d'année, le constat, il est forcément fait trop tard et on ne peut pas ajuster. Alors, vous pourrez, si vous êtes par exemple fiscalisé, si vous faites un gros excédent, donc payer de l'impôt sur les sociétés, ou alors vous serez peut-être étonné par votre résultat qui s'avérera négatif et que finalement, vous pensiez positif. Voilà. Donc, tableau de bord, mais aussi plan de trésorerie prévisionnel. En ce moment, c'est très à la mode. Alors, plan de trésorerie prévisionnel, c'est un peu aussi une mise à jour régulière tous les mois où en fait on va proposer aux clients une vision à plus ou moins long terme qu'on peut ajuster. Généralement, c'est peut-être sur 6 mois ou sur 12 mois. Enfin, 12 mois, ça fait peut-être un peu loin, mais sur 6 mois, c'est bien. Où il va pouvoir, en fin de mois, par exemple, voir ses dépenses et ses recettes prévisionnelles à 6 mois. Voir un état des créances, des sommes qu'il reste à percevoir des clients pour ne pas avoir de retard dans sa facturation, par exemple. Voilà, je te laisse peut-être, Justine, continuer sur le financement si on prend comme les aiguilles d'une montre. Oui. Alors, au niveau du financement, l'expert comptable peut vous aider lorsque vous êtes dans une démarche de levée de fonds, de recherche de financement. Eh bien, on peut vous accompagner dans cette recherche de financement. On va pouvoir vous accompagner à la levée de fonds et on va aussi pouvoir construire avec vous ce qu'on appelle le plan de financement, c'est-à-dire que vous avez un plan de développement et vous vous dites mais comment on va pouvoir financer tout ça? Eh bien, on sera là avec vous pour vous aider à construire ce modèle et voir quels fonds vous pourrez mobiliser. La partie accompagnement administratif, c'est quelque chose qui se développe un petit peu. Maintenant, l'expert comptable vous pouvez externaliser à l'expert comptable toute ou partie de votre suivi, votre suivi administratif, et ce sera notamment
l'expert comptable pourra préparer, préenregistrer, hein, par exemple, les paiements, vous accompagner vraiment dans la gestion de la structure au quotidien. Ça rejoint un petit peu la mission organisation, c'est-à-dire que si vous vous structurez ou vous créez ou vous dites, en fait, nous, dans notre association, par exemple, on fonctionne comme ça aujourd'hui. On sait que c'est pas optimum, mais nous, on est bénévoles, on fait un petit peu comme on peut, entre guillemets, au quotidien. On sait que c'est pas optimal, on prend peut-être des risques, eh bien, aidez-nous, donnez-nous votre analyse et comment vous pouvez nous aider ou comment vous voyez-vous l'organisation de notre structure et on peut réfléchir avec vous à une nouvelle organisation, à la fois administrative, comptable, pour vous mettre un petit peu dans le droit chemin et en tout cas éviter les risques qui pourraient découler d'une organisation pas suffisamment structurée. On a également une mission fiscalité, donc là c'est une mission assez courante, notamment lorsque vous êtes assujetti donc, à la TVA. On va pouvoir vous aider à établir les déclarations de TVA et également les documents fiscaux qui sont obligatoires, hein, qui doivent être remis à l'administration fiscale tous les ans. Donc ça fait partie intégrante de notre mission et c'est souvent rattaché à la mission d'établissement des comptes annuels. Et le dernier cercle que vous voyez, c'est la dimension, ce qu'on appelle conseil. Alors conseil, on va vraiment retrouver tout un panel de missions là-dedans et on va pouvoir intervenir ponctuellement lorsque vous avez un besoin spécifique. Alors ça peut être une intervention auprès de nos clients et également une intervention auprès de structures qui sont non clientes. Et nous, notamment Harmonium, on intervient à différents titres à ce niveau-là, notamment dans le cadre de dispositifs locaux d'accompagnement, hein, de DLA ou de DASES, hein, de dispositifs d'appui et de soutien aux structures de l'ESS. Vous pouvez solliciter certains de ces dispositifs et demander un accompagnement. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on est parfois sollicité et on pourra venir en soutien sur des problématiques bien particulières. Ça pourrait être, par exemple, suite au Covid, la construction d'un plan de retour à l'équilibre, vous aider à mettre en place des outils de gestion, mettre en place un suivi de trésorerie. Et donc, dans ce cadre-là, notamment, c'est tout récent, il faut savoir que la région a mis en place un nouveau dispositif qu'on appelle le dispositif Booster, en tout cas. Ce dispositif va pouvoir vous aider à une sortie de crise et c'est orienté à la plutôt petite structure. Et donc, vous allez pouvoir solliciter la région pour bénéficier d'un accompagnement. Si votre dossier est éligible, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique sous certaines thématiques, hein, que ce soit pilotage financier, gestion client, gestion des ressources humaines, passage, transition au numérique. Et donc, Harmonium, dans ce cadre-là, va pouvoir intervenir, notamment, a été retenu pour tout ce qui était plutôt partie financière. Donc, voilà, il faut savoir qu'il y a pas mal de dispositifs qui existent à ce niveau-là et donc vous pourrez rencontrer des experts comptables dans ce cadre. Dernière dimension conseil, c'est notamment là au niveau du Covid. On a été pas mal mobilisés, nous, au niveau du cabinet, notamment pour vous accompagner sur les dispositifs qui sont mis en place par les différentes structures pour que vous puissiez savoir les fonds, les aides que vous pouvez mobiliser. N'hésitez pas dans ce cadre-là à nous suivre sur les réseaux sociaux, également aller sur le site internet. On a mis pas mal de ressources, de notes d'information en ligne. Et là, c'est vraiment accessible à tout le monde, hein, clients et nos clients. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Alors, donc voilà, au niveau de la présentation, c'est terminé. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent là sur le chat. Alors, je reteste la caméra. On verra. Donc, du coup, j'ai arrêté le partage d'écran, comme ça on peut se voir. Voilà, oui. Alors, je prends les questions. Existe-t-il l'importante différence entre le taux d'honoraire des experts comptables ou est-ce assez homogène? Comme on l'a dit, il n'y a rien de normé, donc tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut. Alors, je pense que... Alors, effectivement, hein, si vous allez chez un cabinet parisien, clairement, les cabinets parisiens seront un niveau d'honoraire plus important que ce qu'on peut avoir, nous à Lille, bien évidemment. Après, forcément, si c'est des grands noms, entre guillemets, des gros cabinets, le taux d'honoraire sera peut-être un peu plus élevé. Voilà,
peut avoir des différences. C'est pour ça que généralement, les clients font plusieurs devis. Alors après, attention, le coût sera toujours fonction de ce que vous demandez à l'expert comptable. C'est sûr que si vous offre une prestation 100% dématérialisée, que vous faites tout et qu'il n'y a pas de conseil, le coût sera plus faible. Après, vous n'aurez pas la même livrable en définitive. Mais voilà, ça peut être différent. Nous, je sais qu'on a des confrères avec qui on travaille, on est sur, je pense, le même volume d'honoraires. Après, voilà, vous pouvez toujours faire 2 devis, ça n'engage à rien et vous verrez les différences. C'est pour ça qu'il est difficile de donner un coût, c'est en fonction Ouais, voilà. de ce qu'on demande. On n'a pas de coût et après, c'est pour ça que je vous dis aussi que lorsque vous avez une mission avec un expert comptable, ce n'est pas forcément l'expert comptable qui suit le dossier, qui va faire la saisie comptable, qui va faire les déclarations. Vous imaginez que le coût global, en définitive, ça ne serait pas le même non plus. Donc voilà, si vous exigez que c'est l'expert comptable qui est de A à Z sur votre dossier et qui fait tout, et qui doit passer 40 heures à faire de la saisie de facture, vous imaginez bien que le devis en parallèle, voilà, sera un petit peu conséquent. Donc voilà, c'est difficile de donner une fourchette de prix là-dessus. Nous, c'est vrai qu'on s'adapte quand même. On sait que si vous êtes une petite structure, vous créez, vous êtes une association, vous n'avez pas beaucoup de flux à l'origine, on ne vous vendra pas ça 5 000 €. On est évidemment conscient que ça ne passera pas. Et voilà, on s'adapte quand même à votre évolution. Ok, ça marche, merci. Du coup, ça m'amène à une seconde question, c'est pourquoi avoir choisi d'accompagner uniquement les entreprises de l'économie sociale et solidaire, alors que c'est pas forcément une vérité complètement générale, mais c'est peut-être pas toujours forcément les structures qui ont le plus de moyens justement pour faire appel à des experts comptables, quoi. On n'est pas société cabinet, hein. On ne gère pas le pilotage, on va dire, stratégique là-dessus. Alors, on n'accompagne pas que ces structures-là. On est vraiment sur voilà, quelque chose de transverse. Alors après, pourquoi je pense que le bouche à oreille a fait que ces structures-là nous contactent. Je pense que voilà, si on fait des honoraires proportionnés et qu'on est en phase avec le développement du client, il n'y a pas de souci là-dessus. On sait répondre. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de lien de causalité en disant bah oui, alors peut-être, même pour nous, hein, c'est peut-être plus intéressant d'accompagner des structures avec voilà, des perspectives de développement que d'accompagner des boîtes du CAC 40 qui n'auront pas de besoin, qui auront toute l'équipe en interne et qui seront là que pour avoir une signature en bas d'un document. Voilà, en tout cas pour nous, et c'est le fait, voilà, ça fait 8 ans que je suis au cabinet, Benoît 6 ans, c'est notamment ce relationnel, ce côté humain qui nous plaît nous au cabinet. Clairement, faire des comptes pour établir des comptes, et si le client en face, il n'a pas de besoin, pas d'envie, et cherche juste à répondre à son obligation auprès de l'administration fiscale, ça n'a pas trop d'intérêt pour nous. D'accord. Merci. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que en tant qu'accompagnateur de structure ESS, je n'ai pas vu beaucoup de cabinets comptables être autant à disposition des structures de l'ESS que vous. Alors, je conseille à tous ceux qui n'auraient pas vu les différents webinaires faits par le cabinet Harmonium qui sont encore à disposition, hein, vous pouvez aller voir. Alors, bien évidemment, il y a eu différentes moutures parce qu'il y a eu un webinaire lors du premier confinement, il y en a eu un après, donc il y a eu des choses qui ont changé, mais cela dit, j'attire l'attention sur la grande qualité de ces webinaires, le nombre d'informations qui est passé très concrètes, pas des choses généralistes, trop généralistes, des choses directement applicables. Et moi, concrètement, parfois, j'ai des questions à poser. J'ai jamais vu personne de vos équipes dire on ne répond pas à vos questions, on vous laisse avec vos problématiques, etc. Vous avez toujours répondu à tout un tas de questions, parfois hyper précises. Et du coup, je pense que vous n'êtes pas comme n'importe quel cabinet comptable et votre spécialité, elle se comprend aussi là parce que vous êtes vraiment à disposition de plein de sollicitations, quoi. Voilà, bon, ça c'est clairement un engagement à parti pris qui a été pris voilà, au niveau du cabinet. Voilà, tout le monde ne le fait pas forcément. Voilà, c'est un investissement et c'est en phase un petit peu avec la philosophie. Donc effectivement, voilà, c'est un choix, on va dire. Alors, Caroline, une question très concrète. Je suis désolée parce que je pose plein de questions, mais quand même. J'ai vu que votre siège social était à Lille. Et du coup, concrètement, pour intervenir sur nos territoires, l'Aisne, la Somme et l'Oise, ça se passe comment? Alors, on a des clients dans l'Aisne, la Somme, l'Oise.
là, ce qui se passe, c'est qu'on développe quand même de plus en plus le numérique. Donc, effectivement, pour la transmission des documents au quotidien, alors, je ne sais pas, peut-être qu'avant, là, on a encore l'image du client qui vient rapporter son classeur tous les mois à l'expert comptable. Là, dans les faits, on raisonne en numérique. Hein. Maintenant, tout se passe par une plateforme d'échange dématérialisée. Donc, voilà, ça nous permet un petit peu d'échanger de façon beaucoup plus facile. Après, ça nous permet aussi, voilà, en cas de présence à l'Assemblée générale, on peut se déplacer, ça ne nous pose pas de souci de nous déplacer. La seule chose, c'est que quand effectivement c'est beaucoup plus loin, on refacture, on va dire, les indemnités kilométriques, il y a juste ça. Le reste, quand on vous propose une mission, qu'on vous propose d'intervenir et d'être présent à l'Assemblée générale, ça veut dire que derrière, nous, dans la proposition qu'on vous fait, on intègre ce temps de déplacement et le fait que ce soit un petit peu plus loin. Et après, voilà, si vous avez des questions en cours d'année, nous aussi des clients qui viennent nous voir sur l'île, il n'y a aucun souci. Là-dessus, ça se fait très bien. Et puis, voilà, un mail, le téléphone au quotidien, sans souci. Il y a une question de Caroline. Avoir un expert comptable bénévole dans une association est-il judicieux? Quelle garantie risque? Alors, si vous avez un expert comptable sous la main et qui veut faire ça à titre bénévole, pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Autant ce serait un commissaire aux comptes, ce serait un peu plus gênant parce que lui, c'est une mission normée et je pense qu'il ne pourra pas le faire bénévolement juste compte tenu de ce qu'il fait, de sa mission. Un expert comptable bénévole, pour moi, voilà, si vous avez les compétences à l'interne, comme j'ai dit, il n'y a pas d'obligation d'avoir un expert comptable. Donc, ce serait dommage de s'en priver, surtout si lui, il est d'accord. Et en termes de charge de travail, enfin bien sûr ça dépend de la structure, mais si c'est pour une association qui n'est pas fiscalisée par exemple, qui n'a pas forcément... Alors ça va dépendre du volume de facture et après ça va dépendre de notre structure. Nous de plus en plus, par exemple, on met des outils à disposition qui permettent à la structure de faire ce qu'on appelle la saisie comptable, rentrer les factures. Voilà, si ça c'est réalisé dans l'association et contrôler la cohérence, j'ai un peu de mal à donner un volume horaire. Hein, ça va dépendre de la structure et du volume, j'avoue, et de lui aussi l'implication de cet expert comptable veut mettre dans son travail, notamment si c'est bénévole. Voilà. Et après ce que vous avez dit, la présentation que vous avez faite, je me dis qu'un expert comptable, il n'aura pas forcément toutes les compétences qui peuvent être regroupées au sein d'un cabinet. Il aura ses compétences propres qui sont peut-être plus fiscales ou plus... Alors, on a un bagage commun quand même. Après, c'est pour ça que vous verrez, hein, vous allez sur les sites internet des cabinets, vous trouverez très vite la dominante du cabinet. Il y a des cabinets, par exemple, qui font quasi exclusivement que des pharmacies, des clients pharmaciens. C'est une compétence très particulière et c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc, ils sont orientés, ils sont connus là-dessus. L'important, c'est du bouche à oreille. En fait, vous verrez un peu des structures qui font la même activité que la vôtre et qui diront, bien, eux, voilà, ils nous accompagnent, c'est très bien, ils connaissent leur métier et ça fonctionne comme ça. Alors, effectivement, si vous avez une activité vraiment très particulière, autant s'orienter vers un cabinet qui a l'expertise. C'est pour ça, hein, voilà, quand je parle de rencontrer l'expert comptable, d'avoir un rendez-vous, ça vous permet quand même de jauger et de voir, ne serait-ce que lui, pouvoir voir s'il a compétence pour vous répondre. Et d'un autre côté, vous, voir si, compte tenu des questions que vous vous posez, vous avez la réponse adéquate. Notre champ d'intervention est tellement vaste et diversifié qu'on ne peut pas tout connaître, tous les domaines, tous les métiers, tous les secteurs. C'est pour ça que voilà, on est vraiment... plutôt des spécialités et ça ne nous empêche pas quand même dans des questions très spécifiques de vous dire même peut-être quelque chose et que nous on n'a pas forcément les compétences. Merci. Jean a levé la main. Jean? Oui, j'avais une petite question, enfin j'en ai plusieurs, mais tout à l'heure vous avez parlé du seuil de 153 000 € de subvention. Avec une obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Est-ce que dans ces 153 000, on compte uniquement la subvention financière ou bien la mise à disposition, et comme les communes mettent à disposition des salles, du matériel, donc tout ça, est-ce que ça doit être chiffré et être inclus dans les 153 000? Alors, c'est ce qu'on appelle, alors vous avez peut-être entendu ce qu'on appelle les contributions volontaires en nature. Oui. Alors, si vous
faites ce travail-là, c'est très bien parce que tout le monde ne le fait pas forcément. Alors, dans ces 133 000 euros, ce n'est pas pris en compte. OK, donc si vous avez 100 000 euros de subvention et 100 000 euros de mise à dispo, on va compter que les 100 000 euros de subvention pure, financière. Voilà. Par contre, si vous avez de la mise à disposition et que vous faites le travail de... Alors, je ne sais pas s'il y a une convention ou pas, mais on me dit la municipalité, elle nous met à dispo une salle toutes les semaines pendant une après-midi. Ça a fait X milliers d'euros sur l'année. Ça, c'est juste pas mal. C'est bien montré que, eh bien, effectivement, c'est de l'argent que vous avez été chercher en plus. Ce n'est pas de l'argent monétaire, mais si vous auriez dû le payer, ben, vous auriez dû payer X milliers d'euros supplémentaires. Et donc, en termes de... Pour montrer un petit peu le développement de l'association, ou en tout cas le fait que vous allez rechercher des financements, c'est toujours bien de le valoriser, puisque dans les comptes, on les intègre, mais ça ne fait pas partie, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'est isolé, on va dire, au niveau en termes de présentation comptable. Ça ne rentre pas dedans. Par contre, si c'est du mécénat de compétences, la question serait à se poser si vous avez une convention avec une entreprise qui vous détache une personne, par exemple, par mois. Là, ce serait différent. Ok, merci. Oui, pardon, je lève la main visuellement. J'avais d'autres questions, notamment sur les problèmes de Covid, enfin, liés au Covid. Bon, en tant qu'association, on est comme toute entreprise, finalement, avec des aides. Alors déjà, les aides, il faut aller les chercher. Moi, ça fait plus d'1 an que je rame pour trouver des aides. Alors le DLA, bon, tout est en sigle, c'est très bien, mais il faut comprendre. Et puis, lorsqu'on attrape, comme moi, ça a été le cas récemment, la BGE, je suis content parce que ça me permet d'avoir quelque chose ce matin. Mais souvent, on tombe sur des structures, parce qu'on est très fiers d'avoir des structures en France et on les multiplie. Quand on a un problème, on crée une structure et on a trouvé la solution. Lorsqu'on a donc ces renseignements, on a quelquefois d'une structure à l'autre des renseignements différents. Bon, contradictoire. Le réseau coup de pouce que vous avez évoqué tout à l'heure pour la région, j'ai téléphoné pour le fonds de solidarité, on m'a dit vous essayez, mais on n'est pas sûr que ce soit légal pour une association. Et oui, parce que le problème, on passe par un numéro fiscal et une association n'a pas de numéro fiscal. Donc on prend le numéro de fiscal, enfin certaines associations prennent le numéro de fiscal du président. Ça, je ne sais pas si c'est légal. Alors, la demande, ça c'est normal, hein. La demande de fonds de solidarité au niveau des associations, ça fait le compte du président. Et ça, malheureusement, alors ces systèmes, ils ont fait ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est fait par ce biais-là. Oui, non, mais pourquoi Mais le tout est de le savoir et on le trouve nulle part. Enfin, alors, il y a eu un grand débat avec les premières aides au niveau du Covid. C'était je suis financé par des financeurs publics, est-ce que je peux ou pas avoir le droit à recours au fonds de solidarité, etc. On l'a fait, nous, pour pas mal de structures. Ça dépend vraiment de l'activité, c'est au cas par cas. Nous, ce qu'on a quand même toujours dit, c'est d'être transparent quand même vis-à-vis des financeurs. Et leur compte rendu, non, parce que voilà, il y en a qui diraient non, oui, c'est du financement en plus, et voilà, c'est bien mettre dans les comptes rendus financiers que vous avez eu 10 000 euros au titre du fonds de solidarité ou du fonds de rebond. Après, les financeurs eux-mêmes, je pense qu'ils ne savaient pas forcément comment ils allaient gérer tout ça. Je pense qu'a priori, là, pour l'instant, il y a quand même une tolérance vis-à-vis des financeurs. Le tout, c'est quand même que, par exemple, un poste, si vous avez bénéficié d'activité partielle, le poste ne soit pas financé en définitive 2 fois. À la fois par une subvention et à la fois par l'activité partielle, parce que là, voilà. Oui, j'ai un trésorier qui n'est pas du tout comptable et pas du tout. Donc, c'est un petit peu pour ça. Nous, en ce qui concerne les associations, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais on a délégué à un expert comptable les fiches de paye. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir d'éléments suffisants pour établir nos comptes. On sait ce que l'État nous a versé en tant que chômage partiel, mais tous les petits à côté, les remises de l'URSSAF, les remises ceci, les remises cela, on est incapable de les chiffrer. C'était un peu un flou pour tout le monde, j'avoue, on ne savait pas trop l'URSSAF comment ils allaient réagir. Maintenant, a priori, quand même, vous devez avoir plus ou moins les infos, ou au moins sur le compte URSSAF, je ne sais pas si vous y avez accès, mais accès à un minimum d'informations. Non, à part ça, c'est un peu...
Mais à partir du moment où on a délégué au cabinet comptable, c'est lui qui est en liaison et on n'arrive pas à avoir le retour. Donc, faut lui demander, il faut peut-être insister un petit peu. Il n'aura peut-être pas forcément de chiffres précis à vous communiquer, mais… Je peux vous passer la liste des mails, des coups de téléphone. Non, bah, justement, dans la relation de bons partenaires qu'évoquaient Justine et Benoît au départ, effectivement, c'est des éléments à mettre en balance. Oui, tout à fait. Que moi personnellement, j'ai toujours fait ma carrière dans le milieu associatif et j'ai pas toujours vu des comptables venir en assemblée générale. J'ai pas toujours vu non plus des comptables répondre aux questions précises des associations, parce qu'encore une fois, une entreprise et une association, ça se gère pas de la même manière. Enfin, il n'y a pas la même manière de fonctionner et le fait qu'il y ait des bénévoles, etc., ça rajoute des choses. Et parfois, moi, j'ai pu croiser des cabinets comptables qui avaient une méconnaissance totale de comment ça fonctionnait et du coup, les réponses n'étaient pas appropriées. Et je pense que dans le cadre de ce qui a été dit ce matin, des avantages et de comment choisir son bon partenaire, ça doit rentrer en ligne de compte pour moi. Parce qu'il y a des comptables, comme disait Justine, spécialisés dans les pharmacies, ils ne vont pas vous refuser, mais cela dit, ils ne vont pas vous refuser parce qu'ils vont partir du principe que c'est simple, que vous arrivez avec des comptes simples et que vous êtes un nouveau client. Cela dit, est-ce qu'ils seront opérants, est-ce qu'ils seront cohérents dans les réponses qu'ils vont vous apporter? J'en suis pas sûre. Non, nous, de toute façon, on est à nouveau bureau, si bien qu'on a repris le cabinet existant et le cabinet avait été choisi parce qu'il est sur la commune. Donc, on se dit, enfin, je pense que nos prédécesseurs, comme nous-mêmes, on se serait dit, il est au bout de la rue. C'est plus simple. Voilà. Et oui, mais finalement, c'est pas forcément le cas. Voilà, c'est pas forcément le bon critère. C'est pas toujours le bon critère, la proximité. C'est vrai. C'est vrai. Justement, je voulais revenir juste sur une chose. La lettre de mission, donc, elle est obligatoire, vous confirmez? Je pense. Effectivement, c'est un contrat qui est écrit, obligatoire, normé, donc c'est-à-dire qu'on doit inclure certaines rubriques obligatoirement. Et alors, je pense qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, ce n'était pas forcément obligatoire, mais c'est devenu plus formalisé et ça permet la sécurisation, le fait qu'on respecte ce qui est prévu dans le contrat pour l'une et l'autre des parties. D'accord. Je dois être trop ancienne alors parce que… Si vous voulez résilier la lettre de mission et que vous n'avez pas de contrat, bah, vous avez un peu plus de pouvoir. Comme il n'y a rien qui est écrit. C'est sûr. Alors, je voudrais revenir justement sur ce que disait Jean fort justement sur les sigles. Alors, Justine, notamment, tu as évoqué des éléments que sont le DLA, que sont le DASES. Est-ce que tout le monde est au fait de ces éléments-là? Parce que c'est le moment de revenir dessus. Alors, je vais pas être très précise, mais du coup, vous avez mes coordonnées, je reviendrai là-dessus. Pour être très clair et très peut-être un peu trop rapide, le DLA, c'est une possibilité qui vous est offerte à partir du moment où vous êtes une structure de l'économie sociale et solidaire et que vous avez des emplois. Donc, c'est important. Hein, les critères, c'est avoir des emplois. Dans certains territoires, c'est créer son premier emploi, mais dans certains territoires, c'est vraiment déjà avoir des emplois. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez solliciter un expert sur une thématique donnée. Je ne sais pas, moi, la thématique, c'est la stratégie financière, la stratégie commerciale, c'est la communication. Et donc, vous allez solliciter un expert. Il y aura un comité qui va statuer sur l'éligibilité de votre demande, bien évidemment. Mais cela dit, pour vous, concrètement, c'est un expert qui vient entre 2 et 4, 5 jours au sein de votre structure et qui vient analyser votre fonctionnement et qui vient vous donner des pistes de réponse, qui vient vous aiguiller. Et donc, effectivement, ce que disait Justine, c'est que le cabinet Harmonium intervient dans le cadre de ces DLA sur des expertises en gestion financière, du coup, je suppose. Donc, ça, c'est le DLA. Certaines de vos structures ont bénéficié, notamment Anne, avec le Festival des violoncelles, il me semble, a bénéficié de DLA. Après, le DASES, c'est une mesure qui est très spécifique, qui vient notamment lorsque les structures sont en difficulté. Alors, sachez que là, on est dans une configuration un peu exceptionnelle avec la crise sanitaire. Il y a une multiplication de choses qui vont arriver là,
il y a déjà des aides qui étaient présentes, mais il y en a d'autres qui vont arriver prochainement. Et donc, du coup, le DASES va être renforcé, le DLA va être renforcé. On parle de financement complémentaire. Donc, sachez qu'une fois que vous êtes en proximité avec les structures d'accompagnement comme nous, on peut vous guider pour vous dire, là, un DLA est opérant, là, le DASES est opérant. Voilà. Nous, on fait le tri entre tout ça. Et sachez que ce que Justine a dit sur Booster, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, je pense dans les jours qui viennent, puisque les prestataires ont été choisis. Et on va aussi communiquer dans notre liste de diffusion. Donc, vous inquiétez pas, vous serez récipiendaire de ces informations pour vous dire qu'est-ce que Booster, qu'est-ce que ça vous permet de faire, quelles opportunités sur le format numérique, sur la gestion financière, etc. Moi, je pense que ça peut faire l'objet de questionnements en interne pour se dire, ben oui, peut-être qu'on peut faire travailler un expert et ça peut amorcer début de collaboration, pourquoi pas avec Harmonium, pourquoi pas avec d'autres. Mais voilà, s'il y a des questions importantes à lever dans vos structures, il faudra se poser la question de savoir si vous allez solliciter la région pour essayer de mettre en place un plan de booster. Booster, c'est pareil, c'est du temps d'expertise financé par la région. En moyenne, ce qu'ils disent, mais je ne sais pas si ça sera du coup, si c'est les mêmes informations que vous avez à Harmonium, c'est 2 jours en moyenne. Ce sera une centaine de structures sur les Hauts-de-France. Donc voilà, il y a 5 thématiques différentes. Il faudra vous interroger ensemble pour savoir si c'est pertinent pour votre structure. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup ? J'aurais une autre question à poser. Parce qu'on a évoqué la lettre de mission et du coup aussi le fait que quand on part avec un expert comptable, c'est pour une relation de quand même plutôt long terme. Quand on est plutôt au début de son activité et qu'on a plutôt des besoins ponctuels qui vont pas forcément nécessiter la rédaction d'une lettre de mission et l'engagement à plus long terme, comment on fait du coup pour avoir, par exemple, on doit rédiger un procès-verbal, mais on ne sait pas exactement comment faire en sorte que la rédaction de ce procès-verbal soit bien légale et officielle. Et en même temps, on ne va peut-être pas rédiger une lettre d'émission pour un procès-verbal. Enfin, peut-être que si, mais je ne suis pas sûr. Voilà, comment on peut avoir recours au conseil ou où est-ce qu'on peut aller rechercher des informations par nous-mêmes, le cas échéant. Tu réponds, Benoît? Vas-y, Justine, je t'en prie. Comme tu veux. Bon, j'y vais. Bon. Alors, pour la partie juridique, il faut savoir qu'on a une profession quand même réglementée, on a un petit peu des monopoles. Alors, le juridique, c'est un petit peu particulier parce que vous avez les avocats aussi, et on ne peut pas, on va dire, prendre le boulot des avocats. Donc, si c'est que de la prestation juridique pure, nous, on a un petit peu limité là-dessus parce qu'eux ont aussi leur monopole et il ne faut pas qu'on se marche dessus. Après, pour les missions ponctuelles, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, ça va dépendre un petit peu de est-ce qu'on peut ou pas le faire que certains types de prestations sans avoir de mission comptable derrière. Bon, ça se fait, ça sera au cas par cas là, après en fonction de la mission pour qu'on reste quand même dans nos normes et notamment pour le juridique. Alors, si vous avez une question sur le juridique, soit nous on peut dépanner un petit peu comme ça, on va dire entre deux. Après, généralement, c'est vrai que voilà, lorsqu'on accompagne par exemple à la création, généralement, c'est parce qu'on sait que voilà, par la suite, on a un petit peu la mission comptable derrière et pour nous, c'est pour aider à structurer voilà, la globalité. Après, quand vous avez des questions précises comme ça, malheureusement, c'est vrai que pour les PV et autres, il n'y a pas vraiment de source d'information que vous allez pouvoir avoir de façon fiable sur Internet. C'est plutôt après de vous rapprocher de vos réseaux qui, eux, ont peut-être des bases documentaires qui pourraient vous aider, notamment sur le secteur associatif. Vous devez avoir dans vos régions des réseaux de proximité qui pourront, des maisons des associations ou autres qui, eux, pourront vous aider là-dessus. Ok, ça marche. Je vous remercie pour la réponse. On peut peut-être parler des bonnes pratiques, Justine, suite à la question posée hier comment dire, de fonds de récupération, parce qu'on sait que dans les associations, parfois on a des bonnes opportunités, on récupère des choses, on les facture pas forcément, enfin on les paye pas forcément à un prix le plus, comment dire, au prix de vente. Enfin voilà, il y a des choses qu'on donne, qu'on récupère. Voilà, il y a des et quels sont vos conseils en termes de bonnes pratiques de gestion vis-à-vis de tout ça?
Bon. Alors effectivement, au niveau des associations ou même une structure, lorsque vous vous lancez, parfois il y a de l'argent, ça transite via les comptes perso parce que on n'a pas le choix. Ce jour-là, on n'avait qu'une carte perso pour faire la dépense et il fallait, donc voilà. Donc ça ne pose pas trop de soucis au niveau bonne pratique. Bien entendu, il faut mettre des procédures en place, en tout cas encadrer, normer tout ça, notamment si la structure après grossit. C'est pas gênant si vous êtes 2, demain vous êtes 10, 15, voilà, il faut faire un peu plus attention, il faut bien borner tout ça et mettre en place des procédures, on va dire, qui vont bien. Ensuite, dès lors qu'on parle association, si on parle don, reçu fiscal, etc., attention, point de vigilance, hein, parce que dès lors que vous allez, par exemple, dire, moi, voilà, à titre perso, c'est moi qui ai payé, ça sera considéré comme un don au niveau de l'association. Comment on fait? Voilà, il y a des formalismes à respecter, et dès lors qu'il y a des reçus fiscaux et autres qui sont émis, il y a un risque, ou en tout cas un point d'alerte au niveau de l'administration fiscale. Donc, attention, là, d'un point de vue comptable, à être vraiment, on va dire, dans le droit chemin, parce que voilà, il y a un risque au niveau de l'administration, que l'administration, dans 3 ans, vient nous voir et vous dites, bon, alors, vous avez émis des reçus fiscaux, vous les avez déduits, vous, à titre perso. Nous, on considère que vous n'êtes pas d'intérêt général. Vous pouvez nous prouver, nous montrer les reçus. Bon, voilà, toutes ces choses-là. Donc, au niveau de la gestion, notamment, dès lors que ça touche au niveau du fiscal, il faut bien être, on va dire, être vigilant au niveau du formalisme et voilà, éviter quand même autant que faire se peut les flux entre le compte perso et le compte de l'asso, en tout cas bien retracer tout ça, et plus on peut limiter ces flux-là, moins il y a de risques quand même. Voilà, c'est notamment aussi le cas des structures qui vont apporter pas mal à l'asso, parce que l'asso n'a pas de trésorerie. Je vais apporter 2 000 €, je vais apporter 1 000 €. Attention toujours, tout l'argent que vous apportez à l'association, demain, il y a un risque que vous ne récupériez pas. Donc voilà, faites attention. Des fois, apporter de l'argent à titre perso, ça peut être une solution transitoire. Il ne faut pas que ça devienne pérenne, parce que là, sinon, ça veut dire que structurellement parlant, dans votre structure, il y a un petit souci de financement. Et voilà, tout financer à titre perso, ce n'est pas forcément la solution. Ou il faut revoir peut-être le modèle. Merci beaucoup, Justine. On arrive au terme de ce temps d'échange. Vous avez encore des questions? Il y avait Caroline, je pense aussi. Et... Caroline, on peut y aller. Oui, voilà, c'était sur ce formalisme dont parlait Justine. Quel est-il? C'est se faire reconnaître au niveau des dons. Oui. Au niveau des dons, alors effectivement, si vous voulez faire bénéficier aux adhérents de l'association d'un reçu fiscal, il y a 2 possibilités. Bon, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais soit vous considérez l'intérêt général, parce que vous autoproclamez l'intérêt général, si je peux dire, ou en tous les cas, vous considérez qu'il n'y a pas de risque, soit vous faites un rescrit au niveau de l'administration et qui, là, vous autorise effectivement à émettre des reçus. Si l'objet de votre association, il n'y a pas de doute là-dessus sur le fait que ce soit l'intérêt général, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. C'est juste qu'en cas de contrôle de l'administration, vous devez pouvoir le prouver. Et notamment un critère de gestion des intéressés et autres, voilà, qui doivent quand même être respectés. Ok, merci. Jean? Oui, d'accord. Oui, alors moi j'avais 2 petites questions également. Sur les réserves, alors on nous parle souvent de réserves obligatoires. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment obligatoires? Est-ce qu'elles sont de précaution? Et de quoi se composent-elles et comment on les calcule? Bon, voilà. Je ne sais pas si je vais vraiment rentrer dans la technique. Non, attention, association ou entreprise, ça va dépendre. Pardon, association. Okay. Association, il n'y a pas de réserve obligatoire. Par contre, effectivement, les réserves, c'est quoi? C'est l'argent que vous n'avez pas consommé les années précédentes. On dit toujours qu'une association, ça ne doit pas faire de bénéfices, parce que vous n'êtes pas là pour faire des bénéfices. Par contre, vous allez vite vous rendre compte que si vous n'avez pas d'argent de côté, et ben, au quotidien, c'est difficile d'engager, d'avancer les dépenses, notamment quand vous êtes financé uniquement par subvention, parce que le financeur, il va vous octroyer la subvention au mois d'octobre-novembre, et vous allez engager les dépenses entre janvier et octobre. Donc voilà, il faut un minimum de réserves. Alors, ces réserves, nous, on considère, pour pouvoir fonctionner sereinement, vous devez avoir entre 3 et 6 mois de fonctionnement au niveau de vos réserves. Il n'y a pas de norme, ce n'est pas une obligation, il n'y a rien d'obligatoire. Mais dans les faits, vous allez vous retrouver en difficulté si vous n'avez pas un petit peu de réserve, un petit peu de matelas financier. Ouais.
Parce que je vais dans notre association, on a 7 salariés, dont certains ont 25 ans ou 30 ans d'ancienneté. Bon, ces gens-là, ils partent en retraite. Et l'année dernière, on a eu une salariée qui est partie, elle a eu 700 euros. Mais il fallait trouver déjà les 700 euros. Mais là, on ne sait pas très bien où on va. Enfin, nos prédécesseurs ont considéré qu'on avait 15 000 euros à peu près de dû au moment de départ en retraite. Donc, là aussi, ça fait partie des choses à prévoir. À prévoir, ouais. L'importance, oui, c'est ça, de la trésorerie et de l'anticipation, hein, surtout de tout ça. Bien. Bien. Jean, tu avais une autre question, non? Oui, j'avais une autre question, mais je ne voudrais pas... Moi, ça sera la dernière, je pense. Oui, non, c'était sur le fonds de solidarité, mais je pense qu'on se reverra peut-être. Alors, justement, à propos de ça, donc là, suite à cette réunion, je vais vous envoyer le support, que vous ayez toutes les coordonnées de Justine et Benoît. Comme ça, si vous voulez les recontacter sur leur fonctionnement, vous pourrez avoir leurs coordonnées. Et puis, je vais mettre aussi les liens pour aller voir les webinaires d'Harmonium, parce que je pense que ça pourrait répondre à pas mal de questions sur, franchement, il est très, très bien fait. Et donc, voilà, mesure par mesure, ça permet d'avoir des informations sur les mesures encore actuelles pour l'aide pendant la crise sanitaire. Donc, voilà. Et puis, s'il y a d'autres questions précises, effectivement, Jean, on est à ta disposition sans aucun souci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. C'était très bien. Merci à surtout vous. à Justine et Benoît. Merci d'avoir été présents. Merci à vous, un et plaisir. Puis, bonne journée, profitez bien du soleil, ceux qui ont du soleil. Merci, oui. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir. Hélène. Au revoir. Salut.